Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et en ce lundi matin à 8h15, notre invitée de la matinale est Marie Mesmer. Elle est militante LFI, candidate des Insoumis aux Européennes. Elle est 17e sur la liste des Insoumis. Elle est venue de Brest, d'ailleurs, avec quelques militants de la France Insoumise qui sont sages dans le studio. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Bonjour férié à vous. Ah bien voilà, aujourd'hui même, les jours fériés, Bretagne 5 est là et la matinale est là également. On va parler de politique, Marie Mesmer, ce matin. Évidemment, de l'Europe et des Européennes. Ça va venir vite, les Européennes, le 9 juin prochain. À peine 3 mois pour convaincre, 3 mois pour poser ses idées et 3 mois pour réfléchir sur cette Europe de l'agriculture, de la pêche. On va en parler tout de suite, car aujourd'hui il y a une véritable inquiétude sur l'agriculture. On le voit, les agriculteurs manifestent toujours, même si on les voit un petit peu moins. Les pêcheurs sont inquiets et ça nous concerne directement aussi en Bretagne. Comment LFI, comment les Insoumis se placent justement sur ces grands dossiers? Bon, alors déjà à dire que c'est pas parce que l'échéance des européennes est le 9 juin qu'on pense pas aux européennes. Nous, le reste du temps, on a des eurodéputés qui font un travail formidable et qui essayent de faire rentrer l'histoire du Parlement européen dans la vie quotidienne des Français, des Françaises, notamment des travailleurs, des travailleuses et des concitoyens européens. Sur la question de l'agriculture, écoutez, ça m'a frappé, moi, en faisant la route de Brest à vos studios ce matin. J'ai vu encore tous les pneus, les débris un peu joncher les routes. Et en fait déjà je tiens à féliciter les agriculteurs et les agricultrices parce que je sais comme cette manifestation leur a coûté. En fait moi je viens d'un petit village de 1200 habitants composé beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices et j'étais à l'école avec des enfants d'agriculteurs et d'agricultrices qui ont aussi d'ailleurs pour beaucoup décidé de faire ce métier et de garder la ferme familiale. Et je me souviens quand j'étais enfant, les vacances d'été où mes amis partaient une semaine seulement en vacances parce que leurs parents ne trouvaient pas de personnes pour les remplacer ou alors parce que ça coûtait trop cher pour l'exploitation en fait de partir en vacances. Et c'était souvent la solidarité entre agriculteurs et agricultrices qui primait. Donc déjà j'ai vraiment bien conscience de ce que ça leur a coûté sur leur exploitation, auprès de leurs bêtes, auprès de leur élevage. Ensuite, je peux que dire que je comprends, leurs revenus ont baissé d'environ 9%, alors que, au contraire, la grande distribution a augmenté leur marge pour certains prix de 70%. C'est scandaleux. Et tout ça, c'est dû à la spéculation. Parce que dire Ukraine, enfin, en fait, c'est pas uniquement ça. C'est aussi des revenus qui ne payent pas, une PAC qui est aussi totalement inégalitaire. Faut dire aujourd'hui, la PAC, c'est pour la France environ 1 milliard d'euros par an. Ça devrait théoriquement être 25 000 euros par exploitation. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Vous êtes démonstrative. Je vous dis théoriquement parce qu'en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que 80% de la PAC est touchée par à peu près 20% des agriculteurs et des agricultrices. Enfin, des gros. Et les petites exploitations, elles payent. Les prix ne sont pas rémunérateurs. D'ailleurs, vous avez dû entendre parler d'une de nos propositions qui aujourd'hui fait le buzz parce que les macronistes en ont parlé, sauf qu'ils n'avaient pas le fond que nous on y met, c'est les prix planchers. Les prix planchers, c'est des prix redistributeurs qui rémunèrent justement les agriculteurs à la hauteur de ce qu'il faut posé dans le cadre d'une conférence avec les métiers qui peuvent nous indiquer, eux, le juste prix de leurs denrées. Et c'est aussi des marges qui sont, elles, bloquées. Comme on pourra parler de l'énergie plus tard, mais on va en parler de l'énergie. On a une proposition là-dessus, mais donc voilà. En sachant que la PAC, on dit souvent qu'elle est très inégale. Avec nous, elle sera juste écologique, répartie. On dit qu'on n'a pas le choix et que c'est l'Europe, mais en fait, il y a quelque chose qui s'appelle le PSN, le Plan Stratégique National, qui est quelque chose qui se décide nationalement. C'est en gros comment on va répartir le milliard d'euros reçu dans le cadre de la PAC annuelle. Et là aussi, c'est injuste. Donc, c'est bien une décision politique française qui est faite. Et avec nous, ce sera pas le cas. Nous, je vous dis clairement, nos programmes, c'est réguler les marchés, revoir les traités de libre-échange qui sont totalement désastreux pour nos agriculteurs, notamment sur les questions de concurrence déloyale, d'écologie, des pesticides, de délocalisation également. C'est les prix planchers, comme je vous parlais, et sortir de l'aide à l'hectare coûte que coûte. Et d'ailleurs, on est dans une situation, enfin, je disais ça, mais on me donnait une petite anecdote que j'avais oubliée, mais Bruno
Bruno Le Maire, il y a quelques temps, avant d'être ministre de l'économie, était ministre de l'agriculture. Et en plateau, on lui demande, au fait, monsieur le ministre, qu'est-ce que c'est un hectare? Incapable de répondre, parce qu'il ne connaît pas ces sujets comme sur la question économique. On y reviendra sans doute aussi vu l'actualité. On va en parler, vous allez très vite, mais on va en parler. Je suis passionnée, pardon. Évidemment, on l'aura compris. La question économique qui va être aussi au cœur de cette réflexion pour la France, mais aussi pour l'Europe, évidemment. Sur la pêche. Oui, la pêche, en effet, j'ai oublié. En plus, la Bretagne a brillé, enfin Saint-Malo a brillé cette semaine, parce que je sais pas si vous avez vu, mais Saint-Malo a reçu un bateau qui fait 145 mètres de long, qui peut récolter 400 tonnes de poissons. Donc, à titre d'indication, 400 tonnes de poissons, c'est environ 5000 humains qui pèsent 80 kilos. Donc, c'est énorme. C'est un filet qui est jeté en mer qui fait 600 mètres. 600 mètres, c'est 2 tours Eiffel. Enfin, voilà, il faut qu'on puisse comparer aussi. Donc ça, c'est la grosse pêche, la grosse industrie de la pêche également. En sachant qu'en France, il y a deux informations qui sont quand même sidérantes, et c'est très mathématique, c'est qu'on est le deuxième territoire maritime mondial. Donc, enfin, c'est magnifique. Quand on entend ça, on se dit super, vive la pêche, la France peut être le premier sur ce domaine. Eh ben non, on importe 70% de notre consommation de poissons. Et des questions de faire des importations, même d'autres pays. On a entendu le cas du port de Lorient, avec de l'importation de poissons d'autres mers pour pouvoir vendre à la criée. Mais c'est d'ailleurs, ah oui, à la criée, bon, ça c'est scandaleux, mais parce que j'ai pas fini de ce que je devais dire sur le navire à Saint-Malo. Non, c'est moi, vous me faites revenir sur mes propos, et c'est bien parce que j'avais pas précisé. Ce navire à Saint-Malo qui peut récolter 400 tonnes de poissons, il est à Saint-Malo pour une entreprise de Sorémy. Voilà. Et moi, je me dis, on importe, on fait autant de dégâts écologiques, on met autant nos agriculteurs en péril pour 400 tonnes de poissons qui vont servir à du surimi, alors que quel plaisir de manger la pêche bretonne. Donc, la pêche est un vrai sujet pour deux choses. La première, écologiquement, parce que l'eau, la mer, c'est une question de survie aujourd'hui. Et pourtant, la mer est hyper polluée, et donc les poissons également, avec des plastiques, ça c'est le plus connu, mais aussi des pesticides, de la chimie, du métal dans l'eau. C'est un bien commun. On manque d'eau, et c'est un bien commun qu'il faut protéger, mettre en œuvre une règle verte. La règle verte, c'est ne pas prendre plus au vivant que ce qu'il peut nous donner, et le respecter. C'est devoir protéger les fonds marins. Quand je vous parle des gros chaluts, là, comme celui dont je viens de vous parler, c'est aberrant, quoi. Donc nous, notre programme aussi vis-à-vis de la pêche, c'est une pêche qui est durable, qui est respectueuse. Et du coup, pour ça, il faut aider nos pêcheurs, notamment après le Brexit. Il faut les aider à s'installer comme nos jeunes agriculteurs, par ailleurs. Pour les pêcheurs, on propose dans le programme de la France Insoumise de les aider à acheter des navires qui sont plus sûrs pour eux, pour leur sécurité, et plus durables aussi, plus sobres pour l'écologie. Donc voilà, l'aide à l'installation. Et quand on entend qu'on importe 70% de notre pêche, on dit un grand nom. Circuit court, les cantines, les restaurants interadministratifs, enfin voilà, tout ça doit permettre à nos pêcheurs de vivre de leur métier passion également. Donc voilà, on développe les aires marines protégées, et on protège les pêcheurs, et on les aide à se développer. Et on est sur la souveraineté alimentaire, on en parle beaucoup de cette souveraineté alimentaire aujourd'hui. Ah oui, c'est compliqué, c'est compliqué. Là, je viens de vous donner le chiffre du poisson, mais c'est 20% de notre consommation alimentaire qu'on importe, et parmi cette consommation alimentaire apportée, 50% de fruits et légumes, alors qu'on a des maraîchers partout. Il y a un poulet sur deux aujourd'hui qui est consommé en France, qui n'est pas français. Et évidemment, ils se vendent moins cher que les poulets français, parce qu'ils sont remplis d'antibiotiques, 30% moins cher d'ailleurs, parce que remplis d'antibiotiques. On vient d'en parler avec les accords CETA qui ont fait l'actualité la semaine dernière, mais le Canada, qui était concerné par ces accords, utilise 40 molécules de pesticides qui sont interdites dans l'Union européenne. Donc les agriculteurs avaient posé des sujets sur les questions des pesticides. Moi, je veux une valorisation des normes par le haut, des clauses miroirs par le haut. Déjà, nous, à la France Insoumise, nous sommes les seuls à voter contre l'ensemble des traités de libre-échange. Mais en plus, lorsqu'on importe, il faut qu'on respecte les règles pour le vivant. On est dans un moment de crise climatique où le sujet, c'est la survie. Alors justement, le climat aujourd'hui, c'est le centre d'intérêt de beaucoup d'hommes, de femmes politiques, mais aussi des jeunes qui s'engagent en politique. Je ne dévoilerai pas votre âge. Vous pouvez, c'est une fierté. C'est une fierté. Alors, vous avez quel âge ? Je vais avoir 30 ans cette année, en fin d'année. Voilà, donc. C'est un beau chiffre. Très beau chiffre. Et puis, engagé en politique,
politique. Oui. Donc, cette jeune génération dont vous faites partie, Oui. qui s'empare de ce sujet. Le sujet du climat est un sujet important. Est-ce que là aussi, l'Europe a un véritable défi face au climat? Évidemment. Comme tout le monde, en fait, le monde a un véritable défi face au climat parce que c'est, comme je venais de le dire, c'est la question de la survie de la planète et de l'humanité, du coup, qui est en jeu. D'un point de vue politique, il va falloir bouger sur le climat. Il va falloir arrêter de se fermer les yeux, de jouer aux hypocrites, de faire passer des accords qui arrangent certains aux dépens de toute l'humanité. Je vais être très claire sur ces sujets. Par exemple, les barrages sont la première source d'énergie renouvelable pour les sujets d'électricité. Depuis 97, Bruxelles demande la privatisation des barrages français. Personne n'a cédé. Macron, lui, a cédé. Il s'est soumis aux intérêts du privé en dépend de l'intérêt général. Aujourd'hui, du coup, il va y avoir de la spéculation, comme ça l'est sur la question de l'électricité, qui est mise au niveau du gaz, et donc les prix vont augmenter pour tout le monde, les gens vont être de plus en plus précaires, et en plus on va abîmer la terre, on va abîmer avec la montée du nucléaire, on va abîmer avec du gaz à effet de serre partout, on va abîmer avec l'Allemagne qui refait des centrales à charbon. Enfin, évidemment que c'est un vrai sujet. On parlait des aires marines protégées tout à l'heure. Et puis aussi quelque chose que je tiens à dire, qui est dans notre programme de la France Insoumise, c'est que nous, l'écologie, nous la lions tout le temps au vivant et à la question sociale. On va y venir à la question sociale. Vous me donnez toutes les transitions. Bon. C'est formidable. On va y venir à la question sociale tout à l'heure, mais justement, alors allons-y finalement sur la question sociale. Faut-il, mais je pense que j'ai déjà la réponse avant même d'avoir posé la question, construire très rapidement une Europe sociale, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de disparités en Europe du point de vue social. Oh, mais l'Europe sociale, ça fait 30 ans qu'on en entend parler. J'ai 30 ans. Alors, je peux vous dire, depuis que je suis née, on entend parler de l'Europe sociale et on la cherche toujours. Là, aujourd'hui, on est dans l'Europe du dumping social. Ça, c'est clair. On a un salaire le plus bas de nos pays européens qui est de 300 et quelques euros. Il me semble que c'est... Là, j'ai enregistré, si je veux pas dire de bêtises. Attendez, je vais être, c'est la Bulgarie, 332 euros. Oui. Pardon. Et 2256 euros pour le Luxembourg. Donc voilà, là, on a le delta est important. Mais finalement. Bien sûr. Et puis du coup, qu'est-ce qui se passe avec ces questions sociales-là? C'est des délocalisations. Derrière, on a Whirlpool, par exemple, qui était dans le nord de la France, qui crée de l'emploi, qui est parti en Pologne. LVMH de Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, qui part en Pologne, comme s'il y avait encore des économies à faire. Donc non, on est dans l'Europe là du dumping social et l'Europe de l'intérêt de certains. Et donc évidemment qu'il est temps de reparler, parce que en plus souvent on nous dit oui, les questions européennes ça ne touche pas les gens. Et c'est vrai que du coup, il y a beaucoup d'abstention aux élections européennes. Mais pourtant, moi, j'y m'y intéresse beaucoup là ces derniers temps. Je peux vous dire que dans notre quotidien, il y a de l'Europe partout. On a parlé de l'agriculture. J'ai oublié de vous dire quelque chose, mais qui m'a scandalisée. En 1970, il y avait plus d'agriculteurs et d'agricultrices que d'étudiants. Aujourd'hui, c'est l'inverse. En 10 ans, on a perdu 100 000 fermes. C'est environ 30 par jour. C'est vraiment, alors qu'on doit justement aller vers de la souveraineté alimentaire. Mais tout ça pour vous dire que le service public est conditionné à la règle inconsciente des 3%, inconsciente et sans réalité économique, qui du coup touche, on le voit là dans l'actualité, la réforme du chômage, mais dernièrement la réforme des retraites. Il y a la question du fret ferroviaire qui est en train d'être cédé, même pas vendu, aux intérêts privés également. Je vous ai parlé des barrages. Mais j'aurais pu parler des hôpitaux, j'aurais pu parler de la condition de la jeunesse en Europe. L'Europe est vraiment dans vraiment toutes les strates de notre quotidien, sur le prix de l'électricité. Enfin voilà. Et du coup, souvent la question écologique et la question sociale sont liées par des traités européens qui servent à chaque fois un petit nombre qui s'enrichit. Notamment, je pense à Uber, par exemple, qui a, depuis 2013, multiplié fois 16 ses dépenses en activités de lobbying. Enfin, c'est quand même invraisemblable. On parle d'Europe sociale. Aujourd'hui, il y a 70 lobbyistes pour un député au Parlement européen. Et ces 70% de ces lobbyistes sont issus du tabac, de la pharmacie, de l'automobile. Comment pouvez-vous me dire que ce sont les intérêts du peuple qui sont traités au Parlement européen? Moi, petite Marie du village de Saint-Divy, de 1200 habitants dans le Finistère, j'ai aucun poids aujourd'hui, sauf à m'engager que de pouvoir toucher ces conditions de vie et conditions
tensions sociales. Et là, il est vraiment plus que temps d'agir. Parce que sous prétexte de devoir légiférer, en fait, on casse les conquis sociaux, on casse le code du travail avec l'ubérisation, on casse l'écologie, et on casse du coup l'avenir. Et c'est vraiment dramatique, mais c'est aussi pour ça que nous, la France Insoumise, nous sommes une voie de rupture, parce qu'on ne s'allie pas avec, on s'aligne pas du tout avec l'Europe. On est contre l'ensemble des traités européens. On est la seule voie de la paix cohérente, et surtout, on fait le travail du terrain. Je pense notamment à Leïla Chaibi, qui est une de nos députées. On en a 4, mais qui font un travail exceptionnel. Mais Leïla Chaibi, sur la question des travailleurs de plateforme, elle avait la jambe sur le terrain et l'autre jambe au Parlement. Et elle a essayé de relier tout ça en faisant venir des travailleurs de plateforme au Parlement européen. Elle vient de gagner un droit, un conquis social qui est vraiment formidable sur la question du code du travail, sur la question de l'activité sociale de ces travailleurs et travailleuses. Et vous voyez, je vous parle de Leïla, mais on a 4 députés européens. Donc Leïla, Marina Mesure, Manon Aubry, évidemment, et Younous Omarjee. Ils ont tous eu énormément de victoires. Parce que à eux 4, ils ont travaillé plus que le Rassemblement national. Par exemple, Manon Aubry a fait plus de 3200 amendements sur son mandat. Jordan Bardella en a fait 21. Voilà pourquoi le Rassemblement national au Parlement européen n'aura jamais de victoire. Et que nous, au contraire, nous défendons l'intérêt de nos concitoyens et de nos concitoyennes, de l'écologie, de la planète. Alors voilà, vous m'avez encore donné une transition, c'est formidable. Cette transition qui est un peu politique, peut-être un peu plus politique, avec cette montée du Rassemblement national, en tout cas des intentions de vote du Rassemblement national. J'ai posé la question à plusieurs intervenants ici, à plusieurs invités de la matinale. Alors évidemment, les sondages ne sont que des sondages, mais est-ce que c'est quelque chose de nature, et je repose la question, de nature à vous inquiéter, à vous dire que finalement peut-être que l'Europe pourrait basculer à l'extrême droite, en tout cas l'Union européenne. Bon, alors déjà, je ne prends jamais avec légère la question de l'extrême droite, de ces montées des idées nauséabondes. En revanche, je sais aussi en parler et informer sur le sujet. Les sondages, je laisse de côté parce qu'ils interrogent 1000 personnes, un échantillon qui est programmé, qui est revu. Enfin voilà, donc ils m'intéressent quand ils m'intéressent. Ils m'intéressent pas quand ils m'intéressent. Enfin non, vraiment les sondages, c'est pas mon sujet aujourd'hui. Par contre, on ne peut pas nier la montée du Rassemblement national comme la montée des extrêmes partout en Europe. Il n'y a pas qu'en France. Il y a l'Italie, l'Hongrie, la Pologne, la Suède, les Pays-Bas et même l'Allemagne. En Italie, on a vu des vidéos d'un rassemblement nazi qui faisait un salut nazi avec que des hommes, mais ils étaient beaucoup et ça fait peur en fait. Et je crois qu'en Europe, on retient pas de l'histoire. Enfin, le capitalisme ne retient pas de l'histoire et le capitalisme se sert beaucoup du Rassemblement national pour se maintenir au pouvoir, sauf qu'en faisant ça, ils font aussi la courte échelle à ces idées-là. Emmanuel Macron a mis au pilori les chômeurs et les chômeuses, a mis au pilori les personnes immigrées, a réalisé aussi des réformes contre le peuple, a mis à sac la démocratie avec l'ensemble des 49.3. Il y a quelque temps, le Rassemblement national arrivé au pouvoir, ils auraient eu à tout légiférer, à tout transformer. Aujourd'hui, entre la loi asile-immigration, c'est pas, enfin voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais le terrain est préparé. Donc Emmanuel Macron en est responsable, mais le capitalisme en est responsable. Le capitalisme a plus de proximité avec le Rassemblement national qu'avec l'écologie, par exemple. Ça, c'est dangereux. Néanmoins, sur la question de la jeunesse, parce que vous m'en parliez, moi, je ne connais personne de jeune autour de moi qui me dit avec conviction, je suis militant au Rassemblement national et je vais convaincre. Non. Si jamais un jeune autour de moi vote Rassemblement national, c'est souvent parce qu'il est dans une situation de misère sociale, d'inquiétude quant à l'avenir, de pauvreté aussi, dans un contexte de crise politique internationale. C'est un vote de colère finalement. Je pense que aujourd'hui, déjà les médias font beaucoup le lit à ça. C'est soit Macron, soit le Rassemblement national. C'est faux parce que nous sommes là, une belle liste d'unions forte, voilà. Mais oui, on vous donne la parole. Oui, non, je parlais pas de vous, je parle, enfin plutôt des journalistes. Disons pour lesquels je peux être très critique dans la manière de pouvoir laisser l'info se faire. On en a parlé tout à l'heure entre nous, mais en tout cas, c'est sans doute un vote de
on sait plus quoi faire, on a tout essayé. Sauf que essayer la gauche de François Hollande et essayer ma gauche, c'est pas la même chose. Moi, la mienne, elle est juste, elle est radicale, elle est de rupture avec ce qui se passe, elle est combative, elle est en lien avec les causes locales, nationales et internationales. Et elle sait de quoi elle parle, elle sait ce que c'est la galère, l'injustice, et elle sait se battre justement pour ce qui lui semble être une cause juste. C'est une gauche de terrain finalement, la gauche traditionnelle. Vous faisiez référence à François Hollande. Le PS en son temps a perdu le terrain. Bah moi personnellement ils m'ont perdu. Je pense que la cause de l'écologie, la cause de l'espoir de la jeunesse, de savoir que si on étudie c'est pour avoir un avenir. Bah oui, ils auraient pu protéger les services publics. Ils auraient pu investir dans l'université, faire en sorte que toute une génération puisse s'émanciper et réussir à l'université, que du coup cette génération puisse réinvestir de toutes ses compétences dans la bifurcation écologique, dans les réseaux d'eau, dans faire en sorte de protéger la démocratie. En fait, c'est pas ce qui s'est passé. Mais parce que justement, ils ont aussi, je vais relier ça à l'Europe, ils se sont inscrits dans l'Europe libérale. Ils ont accepté cette règle des 3% qui n'a aucun sens et qui a été construite en 97, j'avais 3 ans. La société a bien évolué depuis, hein. Pourtant, cette réforme-là n'a jamais été revue. Enfin, cette règle-là n'a jamais été revenue. Cette règle, elle provoque l'austérité, la casse des services publics, la casse des conquis sociaux. Elle provoque la concurrence, la concurrence déloyale, et elle empêche toute forme de politique écologique. La règle des 3%, c'est ça, la réforme des retraites, c'est ça aujourd'hui la réforme de l'assurance chômage, c'est aussi ça les barrages qui sont privatisés, et ça n'a aucun sens et ça ne résoudra rien, parce qu'on peut parler d'ailleurs de Gabriel Attal si vous le souhaitez. Eh bien on va en parler, figurez-vous, mais vous avez dû regarder par-dessus mon épaule, j'allais vous parler du déficit public qui a atteint en France 5,5% du PIB en 2023, ce sont les chiffres de l'INSEE qui ont été dévoilés cette semaine, avec un dérapage complet de la dette française, plus de 3 000 milliards d'euros. Hein, voilà aujourd'hui l'endettement de la France. D'aucuns disent que la France est en cessation de paiement. Le mot est peut-être fort. Déjà pointe à l'horizon l'idée de l'austérité. L'austérité, alors évidemment, ça nous ramène aussi aux propos de Gabriel Attal, le Premier ministre, qui a déclaré qu'il allait falloir une réforme de l'assurance chômage, réforme qui va effectivement plutôt contraindre les chômeurs sur l'indemnisation, sur la durée d'indemnisation. J'imagine que ça appelle un commentaire de votre part. Plusieurs même. Plusieurs, et je vais être très précise sur ce que je veux en dire. Alors, déjà, les 5,5%, ça représente 15,8 milliards, pour être clair. Les profits total, c'est 18,4 milliards l'année dernière. Donc voilà, comme ça, on est clair. Et encore, je vous parle pas du salaire de Bernard Arnault, hein, je vous parle juste de Total. Total qui d'ailleurs a des actions qui sont écocides pour la planète. Bon, cette règle, on sort de la période Covid. On a dû réinvestir dans les services publics. Nos logements sont dans des états, voilà, les écoles, je vous en parle pas, l'amiante. On n'a pas parlé des risques d'ailleurs de glyphosate et d'amiante pour les agriculteurs tout à l'heure, mais il y a besoin d'investissement public. La dette ne prend pas l'actif en compte. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas tous ces biens immobiliers qu'on a en France. Tous ces biens qui font justement rayonner aussi la France, l'éducation, les universités, dans lesquels il y a besoin d'investir. L'investissement en service public, c'est un investissement justement, et c'est pas un passif, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Gabriel Attal et Bruno Le Maire, eux, ont décidé de couper dans cet avenir en faisant 20 milliards d'économies sur l'éducation, la recherche, la santé et l'écologie. Si ce n'est pas l'avenir, l'éducation, la santé, l'écologie et la recherche, je ne suis plus chercheuse en sociologie, je suis plus éducatrice spécialisée. Moi j'ai eu la chance d'avoir accès à l'éducation, et ça je peux vous dire que c'est vraiment tuer notre avenir que de toucher sur ces argents-là. Gabriel Attal parle de la réforme du chômage à nouveau. Je dis à nouveau parce que c'est un peu comme si on avait une tous les 2 ans avec les macronistes. 2019, il y a une réforme du chômage sur la durée nécessaire de travail avant d'avoir accès à l'aide de retour à l'emploi. Elle baisse de 2 mois, de 6 à 4. Évidemment, c'est les jeunes qui sont les premiers touchés parce que il faut se faire l'activité à la sortie des études, voilà. 2021, c'est une baisse moyenne de l'allocation de 14%. Pour les jeunes, c'est 24%.
Voilà. 2023, c'est la durée de l'indemnité qui, elle, baisse de 25%. On n'a même pas le temps d'analyser les conséquences de cette réforme de 2023, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Eurostat, la DARES, etc., que du coup, on est déjà à nouveau dans une réforme. C'est quoi cette réforme? Il semblerait que ce soit encore à nouveau une baisse de la durée d'indemnisation. Voilà, on passera 12 mois finalement d'indemnisation. 12 mois, donc c'est à peu près, on passe de 18 à 12, c'est à peu près 30% en moins. Donc c'est l'équivalent de 4 à 5 milliards d'euros. Et je vous ai dit tout à l'heure que les 5,5%, c'était 15,8 milliards. Voilà. Donc en fait, on n'a pas assez. On n'a pas assez, ça ne changera rien. Il y a aussi le recul de l'éligibilité des seniors de 2 ans. Donc ils seront ni en emploi, ni à la retraite, mais du coup au RSA. La DARES dit que 32 000 personnes devraient sortir, du coup, être en fin de droit, avec un espoir que seulement 2 000 reprises d'emploi. Donc ces personnes-là, elles vont être dans une situation de pauvreté accrue. Qui va payer? Le service public. Je suis désolée, donc on coupe au service public pour que le service public paye de l'autre côté. Alors en plus, ensuite, sur le RSA, je vous coupe, pardonnez-moi, mais sur le RSA, c'est les collectivités locales, à savoir les départements, qui vont devoir assumer la charge, alors qu'aujourd'hui, on va leur demander également de couper dans leurs dépenses. Oui, parce que dans leurs propos, ils disaient 20 milliards d'économies sur les 4 domaines que je vous ai dit, mais pourquoi pas aller encore plus loin sur les prestations sociales et pourquoi pas sur les collectivités locales, qui sont déjà saturées. Donc, ce que j'ai à vous dire là, c'est que ils ont réussi à faire baisser, soi-disant, les chiffres du chômage parce qu'il y a les CDD de 2 mois qui ont augmenté, parce que l'intérim a augmenté. En revanche, le halo du chômage, qui n'est pas forcément calculé par l'INSEE, mais qui prend en compte toutes les personnes qui sont au chômage, à un moment donné, ne cesse que d'augmenter. En 2008, il y avait 3,8 millions de personnes qui étaient au chômage. En 2024, c'est 5,4. Donc c'est plus 42%. C'est énorme, 42%. 2008, 70% des chômeurs qui étaient indemnisés. Aujourd'hui, 50%, alors que l'échantillon, la masse, a augmenté. On est dans une société aujourd'hui qui se beurise. Et c'est dans l'intérêt de Macron. Parce que des travailleurs qui sont précaires, qui enchaînent des CDD, qui enchaînent de l'intérim, ils sont corvéables à merci. Ils sont pas dans la rue en train de défendre leurs droits. D'ailleurs, ils sont des fois souvent isolés et fatigués. Et leur enjeu premier, c'est survivre à la fin du mois. Donc moi, j'en veux énormément à Gabriel Attal, qui il y a quelques années était en manif contre le contrat, le CPE, la contrat première embauche. Il n'y a pas de colonne vertébrale sociale chez lui. Il y a que du calcul, comme Bruno Le Maire d'ailleurs, qui ne sait pas ce que c'est un super profit apparemment, alors que c'est très clair dans le droit économique. Je voulais vous dire que là, il parlait beaucoup de déclarations de guerre. Là, ils utilisaient des mots guerriers, notamment sur le corps de la femme, qui m'ont horripilé. Moi, je peux vous dire que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une guerre totale contre le salariat. Sur la question du code du travail, sur la question des conventions collectives derrière qui vont être cassées, sur la question de l'ubérisation de la société. C'est insupportable. Et aussi vous dire que Esther Duflo, qui n'est pas une insoumise, mais qui est une économiste prix Nobel d'économie en 2019, disait que n'importe quel service public social, donc qui soit très généreux et inconditionnel, même avec un grand service public généreux et inconditionnel, ça n'empêche pas les gens d'aller travailler. Les gens veulent travailler. C'est simplement, ils vivent plus ou moins bien. Et là, avec le gouvernement en place, ils vivent pas très bien. Pour une petite phrase de conclusion, parce que je crois que c'est bientôt la fin. Il nous reste une petite minute. Ouais. J'allais vous demander comment se passait la campagne, mais je vous laisse conclure. Petite phrase de conclusion, il disait qu'il n'y avait pas d'argent magique sur cette question-là. En fait, l'argent, il est juste à aller chercher là où il faut. Sur les super profits que Bruno Le Maire ne connaît pas, on fait déjà 15 milliards dans l'année. Donc 15 milliards, c'est l'équivalent des 5,5%. Super profits sont très conventionnés. C'est des grandes multinationales qui ont fait beaucoup plus de bénéfices au-dessus de leur activité normale. Donc voilà, comment se passe la campagne. Très enthousiasmante. On apprend beaucoup. On s'émancipe par la lutte collective. Voilà. Et moi, je suis fière qu'on m'ait fait confiance pour porter cette liste-là, aux côtés de 4 autres Bretons, donc Pierre-Yves Cadalin du Finistère, Marielle Lemaître qui est des Côtes d'Armor, et d'Ille-et-Vilaine, donc Maxime Bergonzo et Valérie Robert, et ça dans une liste, comme je vous disais, de personnes qui incarnent des luttes locales, nationales, qui ont, comme moi, beaucoup d'envie pour l'égalité, l'humanité, la solidarité, et c'est formidablement émancipateur. Et c'est là-dessus que l'on va devoir conclure, Marie Messmer. Je rappelle que vous êtes militante LFI, candidate des Insoumis aux Européennes, 17e. C'est important de le signaler sur la liste des Insoumis. Vous êtes venue de Brest en force avec j'allais presque dire votre comité de soutien. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct ce lundi matin et je vous souhaite une très belle journée. Merci de nous avoir reçus. Grâce à vous, on va aller faire un beau petit tour dans les parages là. Voilà, c'est beau les Côtes d'Armor. Très belle journée.
Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.